Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre ce matin l'audition de Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu. Les deux ministres ont été auditionnés hier par les sénateurs dans le cadre du projet de loi Engagement et Proximité. Un texte très consensuel pour lequel le gouvernement s'est très largement inspiré des travaux du Sénat. Je vous en rappelle d'ailleurs les points de consensus. Il y a tout d'abord renforcer le rôle des maires dans les intercommunalités, également renforcer ses pouvoirs de police face aux incivilités du quotidien sans pour autant qu'ils se mettent en danger, un sujet qui est sur le devant de la scène depuis la mort du maire de Signes, et enfin lui assurer une protection juridique et une formation. Un sujet fait toutefois un petit peu débat, celui de la revalorisation de l'indemnisation des maires, notamment ceux des villes de 0 à 3 500 habitants. Retour donc à cette audition qui s'est tenue hier au Sénat. C'est un texte que le Sénat accueille avec un esprit particulièrement coopératif, puisqu'il reprend, après une période assez longue de concertation, un grand nombre des dispositions que nous avions nous-mêmes présentées et adoptées dans plusieurs textes de loi, dont le plus étendu et ambitieux était le texte que nous avons adopté, je crois, le 13 juin 2018. Cette proposition de loi n'a pas été inscrite par le gouvernement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, si bien qu'elle n'a pas pu aboutir, mais le fait que le gouvernement ait bien voulu finalement s'inspirer de nos travaux pour présenter son propre texte est évidemment quelque chose qui nous satisfait, même si nous avons, et les rapporteurs nous le diront la semaine prochaine, un certain nombre de propositions complémentaires à faire. Je comprends, mais les ministres nous le préciseront certainement, que ce texte, sans être à proprement parler un texte d'attente, est un texte qui précède un texte dont le niveau de l'ambition a été situé par le Premier ministre et le Président de la République un palier au-dessus et qui serait présenté par Madame Gourault après les élections municipales, qui aurait l'ambition de donner un nouveau souffle aux libertés locales, ce dont nous nous réjouissons, évidemment. Quant au texte dont il est question ici, c'est un texte qui vise à apporter, si j'ai bien compris, un certain nombre de corrections à la loi dite loi NOTRe pour en retirer un certain nombre d'irritants, ce qui évidemment est le bienvenu et chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, dans nos territoires, nous mesurons à quel point cette loi NOTRe a comporté des irritants. Je voudrais vous dire que cette audition a été programmée dès le mois de juillet, c'est-à-dire avant l'irruption dans le débat public à la suite de la tragédie survenue à Signes, dont le maire a trouvé la mort dans l'exercice de ses fonctions. Comme vous le savez, à la suite de cette tragédie, nous avons voulu mesurer avec autant d'exactitude que possible l'ampleur du phénomène de l'insécurité subie par les maires, en sachant bien, puisque nous avons nous aussi l'expérience de ce que les maires nous disent, puisque nous sommes à leur contact quotidien, que ce phénomène d'insécurité est réel, mais jusqu'à présent, sa mesure n'avait pas été prise et il nous a semblé que c'était un préalable d'essayer, entre guillemets, d'objectiver ce phénomène avant de vouloir lui apporter des réponses. Je constate cependant que le gouvernement a lui aussi été sensible à cette disparition brutale du maire de Signes dans l'exercice de ses fonctions, ce qui va de soi, puisqu'il nous proposera des dispositions qui sont destinées en quelque sorte à renforcer l'autorité des maires dans l'exercice de leur pouvoir de police, et nous aurons bien sûr à en débattre ensemble. Est-ce que je peux me permettre, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, de vous dire que je vous ai écrit aussi le 9 août dernier, en vous laissant naturellement tout le temps de la réflexion pour me répondre, afin que vous puissiez nous communiquer, parallèlement à cette enquête que nous avons lancée auprès des maires, un certain nombre d'informations
sur les statistiques dont vous pourriez éventuellement disposer. Et je n'ai pas reçu de réponse, malgré les relances qui ont été faites à vos services. Je le dis pour que vous puissiez rapidement nous répondre, mais peut-être avez-vous prévu justement de le faire à l'occasion de cette audition. Le questionnaire a été rempli par 3812 maires, ce qui représente près de 11% des maires. Il ne prétend pas pour autant donner lieu à une véritable enquête méthodologique comme pourrait le faire un sondage auprès d'un échantillon représentatif. Seuls les maires qui spontanément ont souhaité répondre ont rempli le questionnaire. Mais enfin, 3812 maires qui se sont donné le mal de répondre de manière détaillée au questionnaire, c'est tout de même une proportion extrêmement importante et, à vrai dire, même tout à fait exceptionnelle. Donc, nous en tirerons les conclusions. Les réponses aux questionnaires sont en cours de traitement, mais nous en tirerons les conclusions très rapidement. Et s'il y a des dispositions législatives qui pourraient nous être inspirées par les réponses à ce questionnaire, eh bien, nous en discuterons ensemble avec le gouvernement à l'occasion de l'examen de ce projet de loi que nous présente le gouvernement. Je voudrais donc maintenant, si vous en êtes d'accord, en vous ayant rappelé que cette audition est publique et donne lieu à une captation vidéo, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Donner la parole successivement à Madame Gourault et à Monsieur Lecornu. Madame la Ministre, si vous le voulez bien. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de ce texte qui est une première réponse concrète à ce que beaucoup d'élus demandaient et qui nous a été mis en avant aussi dans le grand débat. Sébastien Lecornu a préparé ce texte très étroitement avec le Sénat, comme vous venez de le rappeler. On peut résumer en disant qu'il y a deux grandes familles de décisions qui sont proposées. Première famille, redonner des libertés locales pour que les élus trouvent des capacités à agir, des capacités d'action et que les décisions se rapprochent du terrain. Et deuxième grande famille de propositions, lever les freins à l'engagement et au réengagement des élus locaux dans la perspective des prochaines élections municipales. Je sais que ces actions sont très attendues sur les territoires et je le sais parce que, comme vous le savez, je suis souvent sur le terrain, à la rencontre des élus ou dans des congrès d'élus départementaux, voire nationaux. Et bien évidemment, nous n'avons pas manqué avec le Premier ministre en fin de semaine dernière, lors du congrès des petites villes de France et de l'Association des maires ruraux de France, de rappeler que dans le projet de loi, il y a des traductions déjà de ce que l'agenda rural, par exemple, a proposé. Je rappelle que l'agenda rural a été écrit, si je puis dire, par 5 personnalités du monde rural, d'élus du monde rural. Donc ces actions sont très attendues et déjà, je dirais, ce premier véhicule va permettre d'apporter des réponses concrètes. Vous connaissez, cher Président, mon attachement au bloc communal et à la nécessaire symbiose entre les communes et l'intercommunalité, que je ne veux pas passer sous silence, naturellement, et je vois mon ami Mathieu qui sourit. Et les propositions de ce texte sont d'ailleurs pragmatiques et elles visent à donner plus de souplesse et à remettre de la proximité dans les politiques publiques et à remettre, au fond, les maires au cœur de l'intercommunalité. Je voudrais rappeler que, et Sébastien le fait souvent, mais je vais le faire à mon tour, que nous avons bousculé les agendas parlementaires de manière à ce que ce texte puisse être examiné dans les meilleurs délais, car il porte des enjeux qui sont bornés dans le temps.
je cite 3 exemples qui sont dans le texte ou qui, si mes infos sont bonnes, vont venir dans le texte, si je puis dire. Je pense par exemple en ce qui concerne l'article 5 relatif à l'eau et l'assainissement, les potentiels amendements qui pourraient être déposés sur les indemnités des vice-présidents, des présidents et des vice-présidents de syndicats infracommunautaires, ou encore le sujet auquel a répondu hier Sébastien en question d'actualité ici même, c'est-à-dire le sujet de la voirie à Marseille. Donc, parce que ces mesures sont très attendues sur le terrain, je pense qu'il faut, il est nécessaire de réserver ce texte à l'étude de l'amélioration des dispositions qui le contiennent et des conditions d'exercice des mandats locaux, puisque, vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, il y aura un deuxième texte que nous avons l'habitude d'appeler désormais 3D, décentralisé, différencié et déconcentré, qui vise plus largement, c'est-à-dire au-delà des communes et des intercommunalités, mais qui vise à incarner les nouvelles relations entre l'État et les collectivités territoriales. Ce texte devrait être présenté en Conseil des ministres à la fin du printemps 2020 et ce sera bien sûr une nouvelle boîte à outils pour adapter notre action commune aux réalités locales. Elle sera, cette nouvelle loi, bien sûr, le réceptacle pour envisager de nouvelles relations entre l'État et les collectivités territoriales, mais peut-être le dire comme cela, des nouvelles relations entre les collectivités territoriales elles-mêmes. Et bien sûr, on ne peut pas donc se limiter au mot décentralisation dans une République qui est déjà décentralisée, mais y ajouter la différenciation qui peut apporter beaucoup de réponses et la déconcentration également. Ce texte sera précédé, comme Sébastien Lecornu l'a fait pour celui qu'il va présenter à l'instant, d'une période de discussion, de rencontres qui vous permettront, bien évidemment, les uns et les autres, de faire des propositions. Nous allons donc nous revoir très vite. D'ailleurs, je crois que je vois le président de la commission des lois en fin d'après-midi pour déjà discuter un peu méthode de travail. Enfin, je voudrais lui répondre en ce qui concerne la non-réponse à la lettre du 9 août, pour vous dire que nous avons bien reçu cette lettre, bien évidemment, mais que sur ces sujets, je suis très attentive à ce que les chiffres soient très exacts et nous avons demandé des réponses coordonnées au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice. Et la réponse va venir, Monsieur le Président. Je vous précise, Madame la Ministre, que le ministre de l'Intérieur, lui, n'a pas attendu pour nous répondre. Oui, eh bien, moi, je pense qu'il faut coordonner l'action des deux ministères et comme vous le savez, il y a tellement de cas. Vous avez certainement raison. Vous avez certainement, c'est mieux de coordonner. Voilà. Je vous en donne acte. Merci, Monsieur le Président. Vous me donnez la parole, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu. Les Normands, ministre des Territoires. Nous aimons l'ordre. Oui. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Quelques mots peut-être d'abord de méthode sur le projet de loi, puisque au fond, ce n'est pas la première fois que je m'exprime sur celui-ci devant la Haute Assemblée, puisque nous avons travaillé d'une part avec les différents présidents de groupes politiques, dans le volet approche politique des choses, mais également en amont avec les deux rapporteurs que je salue, la personne de Mme Gatel et de M. Darnaud, mais également aussi en s'inspirant beaucoup des différents travaux que les différentes commissions ou délégations du Sénat ont pu commettre ces dernières années, entre autres sur le statut de l'élu, mais pas que. Jean-Marie Bockel m'a auditionné dans cette salle même en tant que président de la délégation en charge des collectivités territoriales et que, bien sûr, j'avais pris le soin de cadrer nos travaux en amont comme en aval avec le président Larcher. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir un texte le plus consensuel possible, en clair pragmatique, qui permet d'avoir des réponses concrètes
plutôt sur le bloc communal, comme l'a dit la ministre, puisque les questions relatives à l'articulation entre l'État et les collectivités locales se feront davantage dans le second projet de loi, traduisant en cela les ambitions du grand débat national sur lequel les 96 heures d'échange entre le président de la République et les maires ont pu quand même donner lieu à une grande tonalité et une grande sensibilité sur le fonctionnement entre communes et intercommunalités. Enfin, j'y reviendrai dans un instant. En tout cas, il y a pas mal de choses sur lesquelles nous pouvons avancer. Je le dis peut-être aussi en préambule, et je l'avais dit à certains présidents de groupe, il ne s'agit pas que de faire une loi en défensive, en clair pour faire un remake de la loi NOTRe, pour mieux en dire du mal ou en dire du bien, peu importe. Il s'agit tout simplement de tirer les conclusions opérationnelles de l'application de toutes les lois successives sur les questions territoriales de ces 10 dernières années et d'essayer d'adapter notre droit. En cela même, d'ailleurs, on travaillera également en parallèle avec la Commission des finances sur, évidemment, les différents articles du projet de loi de finances pour avoir des solutions qui soient les plus opérationnelles possibles et qui visent bien dans l'avenir. Je pense que ce projet de loi, au fond, il peut répondre à 3 sentiments que nous rencontrons chez nos collègues élus locaux. Le premier sentiment, c'est que être maire ou adjoint au maire ou élu intercommunal, communautaire, est quelque chose de plus difficile qu'avant. C'est donc toute la famille des mesures autour de la simplification, puisque les normes, qu'elles soient d'ailleurs d'origine légale ou réglementaire, sont plus importantes qu'avant. Et donc, de cela, dans ce projet de loi, nous vous proposons un certain nombre de mesures de simplification, soit du déclassement de mesures qui sont obligatoires pour les rendre optionnelles, ce qui ne manquera pas d'animer certains de nos débats. Je vois déjà le nombre de questions écrites ou de courriers qui arrivent à notre ministère sur la mesure qui concerne les conseils de développement. Tout simplement, nous disons, mais nous faisons confiance aux élus locaux. Pourquoi rendre obligatoire depuis Paris le conseil de développement et laissons aux élus locaux le soin de rendre ou pas concret ce conseil de développement? On dit beaucoup girondisme, on dit liberté locale, mais on s'aperçoit très vite que, collectivement, on veut normer et rendre rigides les choses. C'est aujourd'hui la mesure, je le dis ici, qui a suscité le plus de courriers et de questions écrites depuis le début de présentation de ce projet de loi. C'est-à-dire qu'au moment où on parle de simplification, c'est une mesure toute simple. Nous n'abolissons pas les conseils de développement, on veut juste rendre cela optionnel. Eh bien, c'est ce qui suscite le plus de remous, en tout cas de questionnement. En cela même, je me revois avec vous, Monsieur le Président Bas, au banc, sur la PPL du groupe socialiste sur les funérailles républicaines, avec un argument de bonne foi, s'assurer de l'égalité dans chaque commune de France sur le traitement que l'on doit réserver à quelque chose qui est essentiel dans sa vie, c'est-à-dire sa mort. Et de l'autre côté, avec la même bonne foi, des élus qui disent « mais faisons confiance aux élus locaux dans la manière de faire ». Et de cela, je le dis devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, on voit bien que simplifier, c'est compliqué, puisque toutes les mesures de simplification font appel à ce débat de doctrine entre la liberté d'un côté et l'égalité de l'autre. Et donc, je commence mon propos avec beaucoup d'humilité. Les mesures de simplification que nous vous proposons dans ce projet de loi sont, me semble-t-il, intéressantes. Avec Jacqueline, on ne va pas dire le contraire, mais sont peut-être encore insuffisantes. Mais là, nous avons besoin du débat parlementaire pour venir l'enrichir. Des mesures d'assouplissement, pas de déclassement, mais d'assouplissement. Typiquement, j'en veux pour preuve une mesure chère à Stéphane Bern avec cette actualité autour du patrimoine, les 80% de subvention maximale pour un maître d'ouvrage sur du patrimoine, y compris sur du patrimoine non classé. Voilà une mesure très concrète pour les communes rurales qui permet de sauver un édifice en péril. C'est une mesure pleine de bon sens, à la dérogation du préfet. Voilà quelque chose qui correspond à l'état d'esprit de ce projet de loi. Je citerai une troisième mesure, je ne cite pas toutes, cela va sans dire, qui n'est pas dans la loi, mais c'est la mesure récente que nous venons de prendre avec Jacqueline Gourault, Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire sur le rehaussement des seuils de déclenchement de mise en concurrence, en tout cas de procédures plus rigides sur les marchés publics, qui participent au fond à des actes très concrets de liberté et de confiance dans les élus locaux pour leur éviter un certain nombre de procédures, non pas inutiles, mais en tout cas qui vient redonner un tout petit peu de temps, de liberté, de souplesse, de facilité dans les collectivités territoriales. Le premier objectif, c'est donc la simplification. J'aurais pu vous parler également du rescrit normatif, qui est évidemment quelque chose qui s'inspire beaucoup du rescrit fiscal. Le deuxième sentiment, il domine largement dans le contenu du grand débat, et nous tous sur le terrain, nous le constatons, c'est le sentiment chez les élus locaux de dépossession. À quoi bon s'engager
puisque j'ai le sentiment que ce n'est plus moi qui peux décider, que ça se joue ailleurs, que ça se joue autre part. Quand on regarde, y compris les travaux du Sénat, on voit très vite, ou les travaux de l'AMF, on voit très vite que c'est souvent la relation à l'intercommunalité qui est interrogée dans ce sentiment de dépossession. Donc là, nous vous proposons avec Jacqueline Gourault un certain nombre de mesures. La première, évidemment, sur la famille intercommunalité, autour du triptyque bien connu, compétences, gouvernance et périmètre, avec, je le dis, une injonction un peu contradictoire que l'on ressent sur le terrain. À la fois une volonté profonde de corriger les irritants de la loi NOTRe, et en même temps une grande volonté de stabilité et de ne pas organiser un énième grand Big Bang. Toute une génération d'élus municipaux, la génération 2014-2020, a connu la baisse de la DGF, a connu des modifications institutionnelles importantes. Recréer, même voulant bien faire, un Big Bang conduirait la génération des élus municipaux de 2020-2026 à ne refaire que du mécano institutionnel. Comment donc gommer des situations locales ou parfois délicates sans pour autant refaire un grand soir des collectivités territoriales? De cela, nous vous proposons un certain nombre de choses en matière de gouvernance, notamment en réaffirmant qu'un établissement public de coopération intercommunale est non pas une collectivité territoriale, mais un établissement public au service du bloc communal, que donc les maires et les conseillers communautaires élus sont au cœur de cette gouvernance. Donc un certain nombre de propositions sur lesquelles je pourrais rentrer dans le détail si vous m'interrogez permettront de mettre beaucoup plus de fluidité dans cette affaire-là. Des mesures importantes sur les périmètres, sachant que, je le rappelle, mesdames, messieurs les sénateurs, toucher au périmètre n'est jamais sans incidence sur les dotations. Donc il faut de cela aussi être prudent. Mais là aussi, en supprimant la révision sexennale des schémas de coopération intercommunale, en étendant aux communautés d'agglomération les procédures de sortie pour une commune telles que l'on connaît aujourd'hui sur les communautés de communes, voici des mesures que vous avez d'ailleurs pu promouvoir vous-même dans des rapports ou des rapports d'information ou des travaux du Sénat, et nous reprenons bien volontiers ces propositions. Un mot des compétences. C'est le sujet peut-être le plus délicat. D'aucuns diraient peut-être aussi que pour certains, il est le plus politique. Moi, je suis tranquille sur cette affaire, puisque vous connaissez mon historique, mon histoire personnelle vis-à-vis de cette loi NOTRe. Sur l'eau et l'assainissement, par exemple, nous le voyons bien, la délégation, c'est ce que nous vous proposons cet après-midi avec Jacqueline Gourault, est un instrument de souplesse. Nous y croyons beaucoup. Nous y croyons beaucoup parce qu'on ne peut pas dire d'un côté que les intercommunalités sont beaucoup plus grandes qu'avant, et de l'autre côté, ne pas imaginer des outils pour demain qui sont des outils de différenciation infracommunautaire. Les compétences optionnelles, les compétences obligatoires, bref, le schéma des compétences telles qu'on les connaît jusqu'à présent sont des solutions entières, par bloc. Soit toute une compétence monte, soit toute une compétence descend, y compris d'ailleurs avec des impacts qui ne sont pas que neutres sur le CIF et donc derrière aussi sur les dotations. Je veux dire, on ne pourra pas déconnecter nos questions institutionnelles des questions financières que nous aurons à connaître dans le cadre du projet de loi de finances. La délégation que nous vous proposons, c'est une manière d'inventer une forme de différenciation sur le terrain intercommunal. Peut-être que dans votre grande communauté de communes ou communauté d'agglomération, dans la Manche par exemple, peut-être que certaines communes auront besoin ou envie de rester dans leur régie. Peut-être que d'autres communes souhaiteront rester dans leur syndicat d'eau. Et enfin, peut-être que d'autres communes auront besoin que l'intercommunalité exerce cette compétence. C'est particulièrement vrai, mesdames, messieurs les sénateurs, en montagne, dans lequel la question de la ressource en eau et du traitement de l'eau est quelque chose qui, d'une commune à l'autre, peut être extraordinairement différencié. La délégation, c'est pas refaire le match sur l'eau et l'assainissement, c'est véritablement tirer la conclusion que dans des très grandes intercos, des compétences très techniques qui demandent de la solidarité et de l'interconnexion méritent peut-être des solutions juridiques qui permettent aux conseils communautaires de faire du cas par cas. C'est nouveau. J'entends dire par certains que c'est compliqué. C'est pourtant plus souple que de rendre optionnelle la dite compétence, parce que ça rend homogène et rigide sur l'ensemble du territoire de l'intercommunalité. Donc on vous propose cette solution plus souple. J'entends aussi que certains voudraient voir cette délégation étendue à toutes les autres compétences. De cela aussi, il faut faire attention, parce que si vous désintégrez petit à petit les ensembles intercommunaux, cela ne sera pas sans incidence sur des questions financières.
mais l'eau et l'assainissement pour des raisons aussi qui tiennent à la transition écologique, aux besoins et à l'approvisionnement de la ressource en eau. Pardon, mais enfin, aux attentes importantes du monde agricole sur ces questions, dire que l'intercommunalité reste la propriétaire de cette compétence, mais qu'elle peut la déléguer avec beaucoup de souplesse en fonction des situations locales, me semble-t-il, est quelque chose qui participe à une forme de liberté et, j'ose dire, d'innovation. J'avance, Monsieur le Président. D'autres éléments importants dans le sentiment de dépossession, ce sont bien sûr, et vous l'avez rappelé, les éléments liés au maire en tant qu'agent de l'État. En clair, le maire avec ses pouvoirs de police. De cela aussi, il faut aller plus loin. Alors, nous y avons déjà évidemment mis des choses dans le projet de loi tel qu'il a été présenté avec Jacqueline Gourault au mois de juillet. Nous avons renforcé le dispositif suite aux événements tragiques de l'été que vous avez rappelé, Monsieur le Président. Et de cela aussi, je rentrerai dans les détails si vous le souhaitez, mais il est anormal aujourd'hui qu'un maire n'ait pas les moyens d'exécuter convenablement ses pouvoirs de police. Et d'ailleurs, je ne sais pas, parmi les 3812 maires qui ont répondu au questionnaire de la commission des lois, en tout cas de tous les maires que j'ai pu voir sur le terrain, je ne connais pas un collègue élu qui dit « je ne veux plus être agent de l'État, je ne veux plus être OPJ, je ne veux plus avoir de pouvoir de police ». Les collègues maires nous disent « nous voulons continuer à l'être, mais nous souhaitons avoir des moyens nouveaux pour le faire ». Sur le pouvoir de police, les vraies nouveautés sont autour de la police administrative. On connaît beaucoup la police judiciaire, les contraventions, la réponse judiciaire. La vraie innovation, c'est de prendre un certain nombre de compétences qui jadis pouvaient être à la main des préfets et de les faire descendre, ou de compléter, non pas l'arsenal, mais la palette des outils que les maires peuvent avoir, notamment en matière d'urbanisme. On demande aux élus d'être compétents sur la stratégie, les documents. On demande aux élus d'être compétents sur l'autorisation. Il est complètement normal qu'on permette aux élus, Monsieur le ministre Alain Richard, d'avoir définitivement la main aussi sur la sanction. À quoi bon élaborer un document d'urbanisme et signer un permis de construire si derrière la véranda en question ne correspond en rien ni au document d'urbanisme ni à l'autorisation qui a été délivrée. Ce sont des mesures pleines de bon sens avec, je le dis d'avance, un engagement, c'est que l'ensemble de ces amendes administratives établies par le maire doivent profiter au budget communal, ce qui participe aussi un tout petit peu à la vie citoyenne dans la commune, puisque nous verrons de manière très directe les effets de cela. Le troisième volet de ce projet de loi, qui n'est pas le plus simple, c'est le besoin de protection, avec un S. Protection de toute nature vis-à-vis des élus locaux, pas que des maires, de tous les élus locaux, donc les adjoints, les conseillers municipaux et bien évidemment aussi les conseillers départementaux et régionaux, même s'il faut le reconnaître, les élus départementaux et régionaux ont d'autres outils de protection historiquement parce que les collectivités dans lesquelles ils siègent ont plus de moyens, que les indemnités sont plus importantes, etc. Le premier volet, il fait écho à ce que je vous disais sur la police administrative, c'est la protection juridique et psychologique. J'ai reçu l'ensemble pratiquement l'intégralité des maires qui ont été agressés ces derniers mois en France. La sénatrice Gatel, en tant que rapporteure, représentait le Sénat à ce déjeuner de travail. La plupart des choses que nous entendons quand nous passons du temps et nous prenons du temps avec eux, c'est le sentiment de solitude avant tout, y compris de solitude psychologique. J'ai vu d'aucuns se moquer de cette disposition. J'étais président d'un service départemental d'incendie et de secours. Quand vous avez un sapeur-pompier volontaire ou professionnel qui est victime d'une violence, automatiquement nous déclenchons un certain nombre d'accompagnements psychologiques. Il n'y a pas de raison qu'on fasse moins pour un maire ou un adjoint au maire. C'est aussi simple que ça. C'était une des premières demandes qui était faite, notamment par le maire de Sobence, et je crois qu'il faut l'entendre, et nous l'avons entendu, avec cette possibilité de l'activer pour chaque commune de France, avec une prise en charge par l'État. La deuxième chose, c'est la protection juridique. Quand on est élu dans une commune rurale, présenter la facture de frais d'avocat au conseil municipal n'est pas du tout intuitive. Le seul fait même de prendre une assurance en amont n'a rien d'évident. Et nous nous sommes retrouvés dans des situations dans lesquelles des maires agressés arrivaient au tribunal correctionnel sans avocat, alors que leurs agresseurs, eux, arrivaient au tribunal avec un avocat. De cela même, nous en tirons là aussi des conclusions, en rendant cette assurance de protection juridique obligatoire pour toutes les communes, l'État prenant en charge pour les plus petites communes, je reviendrai sur les seuils dans un instant, dans les modifications que nous vous proposerons, mais l'État prenant en charge cette assurance d'accompagnement juridique pour l'ensemble des communes, pour que les communes puissent protéger leurs élus locaux, leurs maires au premier chef.
Le deuxième type de mesures d'accompagnement sont des accompagnements plus personnels dans la vie du mandat. Il y a un chantier qui n'est non des moindres, et le Sénat, notamment la sénatrice Jacqueline Gourault, y a participé largement, c'est le chantier de la formation. La formation, aujourd'hui, si on est élu dans une collectivité importante, département, région, métropole, grande ville, il est culturellement admis d'avoir des factures de formation. Deuxième des choses, sans tabou, on sait très bien aussi que le système de formation, historiquement, dans notre pays, a beaucoup reposé sur les formations politiques. C'est depuis peu de temps que les AMF départementales, les associations d'élus, demandent l'agrément à la DGCL, mais initialement, ce sont les formations politiques qui assumaient plutôt ce rôle-là. Toutes les raisons que vous connaissez, de dépolitisation, etc., conduisent au final à ce que beaucoup d'élus dans les petites communes n'aient accès à aucune offre de formation facilement accessible. Le DIF que vous avez mis en place a été bien sûr un premier élément de réponse. J'avais répondu aux questions d'ailleurs du sénateur Bonhomme sur le sujet, avec des crédits qui sont largement consommés en ce moment, parce que ça y est, l'outil devient populaire, et en plus nous sommes en fin de mandat, donc l'argent géré par la Caisse des dépôts connaît un appel de fonds assez soutenu. Mais on doit pouvoir réformer la formation pour renverser le système, repartant des petites communes, des plus petites collectivités, pour bâtir une offre de formation qui soit à peu près linéaire sur l'ensemble du pays. Nous vous solliciterons une habilitation par ordonnance. Nous n'en abusons pas dans ce projet de loi, vous l'avez vu, parce que les questions de formation demandent aussi beaucoup de tuyauterie en lien avec le ministère du Travail, parce qu'il s'agit de aussi permettre de vraies passerelles sur le compte personnel de formation de l'élu. Il cotise en tant qu'agent de la fonction publique s'il est fonctionnaire, il cotise en tant que salarié du secteur privé, il va aussi cotiser en tant qu'élu, autant faire que tout ça aille dans un pot commun et libre à l'élu de se servir de ces crédits de formation comme bon lui semble, y compris d'ailleurs pour lui permettre une reconversion éventuelle ou une formation avec quelque chose qui n'est pas forcément lié à son mandat. Donc ça aussi, c'est un point important. Ce n'est pas dans la loi, mesdames, messieurs les sénateurs, mais en parallèle, nous travaillons avec les instituts d'études politiques et les différentes universités au dossier et chantier important de la valorisation des acquis de l'expérience. Quand on a été adjoint à la commande publique ou aux finances pendant 12 ans, c'est quand même curieux que de ne pas voir reconnaître un crédit universitaire sur ces questions. C'est pas par de la norme que l'autonomie des universités est passée par là, donc c'est plutôt par la voie de la convention, de la négociation que nous sommes en train de le faire. Mais évidemment, sachez que ce chantier est sur la table. Sur le volet des indemnités, qui est un sujet délicat, je dois bien avouer qu'avec Jacqueline Gourault, nous nous sommes sentis quelque peu seuls sur ce sujet des indemnités, parce que les conseils sont nombreux dans les rendez-vous en tête-à-tête, mais dès qu'il y a un peu plus de monde, ou dès qu'une caméra est allumée, malgré tout, dans notre pays, culturellement, parler d'élus, de politique et d'argent est quelque chose qui n'est pas qu'évident. D'ailleurs, puisque vous attendez avec impatience, Monsieur le Président Bas, notre réponse sur les incivilités et agressions commises sur les maires, j'attends avec la même impatience la réponse au courrier que j'ai adressé au président Barouin sur les questions liées aux indemnités des élus, pour lequel l'AMF ne m'a, à ce moment même où je vous parle, fait aucune contribution ou aucune recommandation. Donc, je ne doute pas que d'ici la fin de nos débats au Sénat, nous aurons les bonnes recommandations de l'Association des maires de France sur le sujet. En tout cas, je me sens moi-même adhérent de l'AMF, un peu orphelin, mais j'ai pu voir ce que M. Léniel avait déclaré sur le sujet, et je le dis non pas sous forme de mise en garde, parce que je n'ai pas à le faire, mais je pense qu'il nous faut traiter cette question à froid, avec beaucoup de vigilance, pour que nous fassions un pas en avant pour nos collègues élus locaux, en les protégeant de toute forme de démagogie ou d'élu-bashing, comme nous pouvons le connaître par ailleurs. C'est pour ça qu'avec la ministre, nous faisons déjà une première proposition sur les indemnités. La première proposition, c'est de commencer à gommer les effets de seuil. Comme le dit la ministre, ça participe à l'agenda rural. Comment expliquer à un maire d'une commune de 485 habitants qu'il peut avoir droit jusqu'à 600 € d'indemnité par mois, s'il le souhaite, pendant que son collègue dans la commune d'à côté a 505 habitants, où, me semble-t-il, sa vie d'élu est sensiblement la même au quotidien que celui de 485 habitants, que lui peut avoir droit à 1200, jusqu'à 1200 € par mois. Gommer les premiers seuils, c'est tout simplement acter que déjà, il n'y a qu'une ruralité. Donc ça, c'est une mesure de simplification, c'est la première. La deuxième des choses, et la ministre
Gourault y tenait particulièrement, mesdames, messieurs les sénateurs. Vous nous avez fait savoir que vous souhaitiez qu'un certain nombre d'instruments indemnitaires soient rétablis dans les syndicats infracommunautaires. Je crois que nous devons dire en commission, pour que le journal officiel en témoigne, en tout cas qu'il y a des traces de cela, s'il y a des amendements, s'il devait y avoir des amendements, je vous regarde, madame et monsieur le rapporteur, sur les questions liées aux indemnités dans les syndicats, avec la permission et l'autorité de ma ministre de tutelle, je dirais donc au banc que nous levons le gage. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Blague à part, ce n'est pas une mesure qui est démagogique. Lorsqu'on est président d'un syndicat de voirie, un syndicat scolaire, que sais-je, on endosse une responsabilité pénale par les actes que l'on peut prendre en tant qu'ordonnateur, en tant qu'acheteur public, en tant qu'employeur et autorité territoriale. C'est une responsabilité en plus. Il est normal que les élus qui assument et qui acceptent d'assumer cette responsabilité supplémentaire soient indemnisés, sachant que vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, que ces indemnités sont souvent modiques dans les syndicats. Et donc, je pense que nous faisons un pas en avant dont tout le monde nous a parlé dans chaque congrès des maires ces dernières années. Et donc, au passage, voici aussi une des raisons pour lesquelles il nous faut réussir la navette parlementaire dans des temps limités, puisque bien sûr, c'est au 1er janvier que la loi NOTRe prévoyait la suppression de ces indemnités, et donc il nous fallait aller vite. Enfin, plus de souplesse également sur les questions indemnitaires, dans la manière de répartir les enveloppes. Ça n'a l'air de rien, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas nommer un conseiller municipal délégué au sein de votre conseil municipal si votre tableau d'adjoints n'est pas complet et si tous les adjoints n'ont pas reçu délégation de fonction. C'est clairement une rigidité qui empêche le maire d'organiser sa vie municipale comme il l'entend. Un président de conseil départemental, certains l'ont été ici, ne peut pas moduler, via une délibération, cela va sans dire, un conseiller général, enfin départemental, qui serait président d'une commission, s'il n'est pas vice-président. Bon. Dès qu'on est dans une enveloppe qui est normée, que l'on permette par voie de délibération, dans l'enveloppe normée, à l'Assemblée de répartir un peu différemment ces indemnités, dès lors qu'une fois de plus la transparence est là, que les choses passent au contrôle de l'égalité, que les choses ne sont pas faites en catimini, bref, tout ça évidemment va à mon avis dans le bon sens. Dernier point qui était attendu, les frais de déplacement pour les intercommunalités. Là aussi, les intercommunalités ont grandi, ça veut donc dire aussi que le niveau de déplacement s'en retrouve accentué. Pour un conseiller communautaire qui n'est pas vice-président, aujourd'hui, il n'y a pas de base légale pour lui permettre de se voir rembourser ses frais de déplacement. Le projet de loi le permet. Ce ne sont peut-être pas des mesures qui sont révolutionnaires, mais quiconque connaît un peu le terrain savent que c'est la vraie vie. Et c'est la vraie vie des élus locaux dans les différents territoires. Et ce sont des choses qui ne sont pas démagogiques, mais qui participent à un véritable bond en avant. Pour en terminer, Monsieur le Président, je suis un peu long, mais ça permet d'être précis et exhaustif. Quelques mots sur des sujets peut-être nouveaux qui peuvent apparaître soit par amendements gouvernementaux, soit par ce travail de coproduction avec les rapporteurs. Je ne reviens pas sur les indemnités dans les syndicats, encore que je reviens une troisième fois pour être bien sûr que la recevabilité de vos amendements sera effective et que le gouvernement se sera donc pleinement employé à dire que nous y sommes favorables. Je pense que c'est bon, monsieur le rapporteur, désormais je n'ai pas besoin de le dire une quatrième fois. Les sujets liés à la métropole Paris-Lyon-Marseille sur les voiries, la ministre l'a dit à l'instant, je n'y reviens pas, j'ai répondu à la question au gouvernement hier de la sénatrice Jouve. Enfin, plusieurs sénateurs des Bouches-du-Rhône avaient saisi Jacqueline Gourault sur le sujet, donc là aussi ça fera l'objet, je crois, si j'ai bien tout compris, d'un amendement de plusieurs sénateurs des Bouches-du-Rhône avec, je crois, une convergence sur un délai de report qui semble atterrir sur un chiffre, mais je laisserai la ministre après tout y répondre parce que c'est son dossier. Les questions liées au médiateur territorial, Madame la sénatrice Delattre, sur lequel, lorsque le groupe RDSE avait déposé dans sa niche cette proposition de loi, je m'étais engagé à reprendre un dispositif très opérationnel dans le cadre du projet de loi. Donc évidemment, lorsque vous avancerez votre amendement tel que je crois il est en train d'être imaginé en coproduction, là aussi, nous avancerons. Un mot sur la police municipale à Paris, qui est un sujet qui semble intéresser certains protagonistes de l'élection municipale à Paris, ce qui n'est pas mon cas. Non pas que la police municipale à Paris ne m'intéresse pas, mais que je ne suis pas, effectivement,
candidat à l'élection municipale à Paris. Non, déjà, tellement pas faire à Vernon. L'information importante ressortira de cette audition. J'en suis persuadé, Monsieur le Président. Il est clair pour nous que ce sujet devra trouver sa place dans le texte qui est actuellement préparé par les ministres Castaner et Nunez sur ce que l'on appelle le continuum de sécurité. Vous le savez, il y a un livre blanc qui est en cours de préparation. Il y a beaucoup de sujets autour de la sécurité privée et les collectivités territoriales. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous avons avancé sur les polices municipales, notamment sur les mutualisations. J'ai d'ailleurs fait quelques déclarations publiques sur le sujet. Il est clair qu'il faut qu'on imagine une doctrine d'emploi de la police municipale en milieu rural, parce qu'aujourd'hui, le cadre d'emploi en milieu rural est le même qu'en milieu urbain. Donc, il y a un certain nombre de choses à avancer. Donc, nous serons amenés à repousser les éventuels amendements sur la police municipale à Paris, considérant que ce n'est pas le bon véhicule pour le faire et qu'un texte sur la sécurité locale ad hoc sera possible. Dernier point, Monsieur le Président. Pardon ? Dans un calendrier connu, dans un calendrier, par définition, toujours connu par le gouvernement, Monsieur le Ministre Alain Richard. Je crois que c'est prévu pour l'année prochaine. Sur la protection fonctionnelle et les frais de garde. Suite à un échange avec les associations d'élus, avec les rapporteurs Gatel et Darnaud, le gouvernement vous proposera en séance de rehausser le seuil de prise en charge. Aujourd'hui, les différents seuils tels qu'ils sont dans le projet de loi sous vos yeux sont à 1000 habitants. Nous avons entendu que ce seuil de 1000 habitants pouvait apparaître comme étant peut-être un peu bas. En clair, on va le dire autrement, peut créer un effet de seuil un peu dommageable pour les communes qui seraient à 1200, 1300 habitants. Et donc, nous vous proposerons de fixer l'ensemble des seuils à 3500 habitants, ce qui vous en conviendrait permet d'englober toute forme de ruralité dans sa diversité dans le pays. Donc ça sera un amendement que je vous proposerai en séance. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, j'ai été un peu long, mais j'espère précis. Bien, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, merci de ces précisions. Je vais dès maintenant passer la parole successivement à nos deux rapporteurs. Vous pourrez leur répondre, et puis je donnerai la parole aux collègues qui veulent soit faire un commentaire, soit poser une question à l'un des deux ministres. Madame Gatel. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, vous avez salué la fonction inspirante du Sénat au travers de ce texte et vous nous avez encouragés à poursuivre dans cette voie en étant inspirant, avez-vous dit, Monsieur le Ministre. Donc, je pense que nous répondrons totalement à votre appel. Peut-être avant de rentrer dans des questions très concrètes, j'en ai 4, dire en préambule 4 ou 5 choses. La première, c'est que le texte qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement initie, je l'espère, un processus, on va dire, d'évaluation de dispositions législatives et de correction. Il me semble que nous devons à la fois développer les études d'impact, mais aussi les process d'évaluation des lois, et en ça, le principe de différenciation accompagné d'évaluation est intéressant. Le deuxième point, vous avez, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, affirmé que l'on remettait, si je puis dire, pour reprendre un sentiment de maire et de commune, la commune au sein et au cœur de la République. Il y a longtemps que nos concitoyens ont inventé le guichet unique, parce que quand ils ont une question de quelque nature que ce soit, ils connaissent une porte, c'est celle de la mairie, et le maire est celui qui est responsable aux yeux et devant ses concitoyens, puisqu'il est élu. Et il est très important qu'au sein d'une intercommunalité, il soit largement participant à la décision. Le troisième point, il est important d'en parler, vous l'avez fait tous les deux, c'est que ce texte n'est pas un texte contre l'intercommunalité. Et en ceci, Mathieu Darnaud et moi ne cultivons, il faut le dire, aucune allergie, aucun sentiment irritant à l'égard de l'intercommunalité. L'intercommunalité est un fait, elle a été une nécessité. Toutefois, je pense qu'à un moment, elle est quelque peu sortie de son dessein initial et qu'elle est devenue trop intégratrice, trop généraliste et trop systématique, et est devenue parfois, où elle a été vécue comme une sorte de tutelle, et qu'elle a donné le sentiment aux élus municipaux d'être éloignés de tout, et qu'il faut lui redonner sa valeur
une valeur de coopération et une valeur ajoutée. Enfin, vous l'avez dit, et c'est en quoi ce texte, il faut qu'on le corrèle avec le texte que présentera Madame la ministre Gourault, c'est que la France est une république une et indivisible, il ne vient à l'esprit de personne le contester, mais qu'en même temps, elle est une mosaïque et que nous avons tous, État et nous, l'obligation de répondre à cette valeur qui est l'égalité des citoyens dans l'accès à tous les services, mais parce que les citoyens doivent être égaux et parce que nous sommes tous différents, il est évident que les moyens et les routes à prendre pour accéder à cet objectif doivent être différentes et la souplesse et la liberté d'adaptation sont à cultiver. Et enfin, ce n'est pas un texte où on parle d'argent, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, nous sommes à la fois pragmatiques et sur le fond, mais en même temps, je vous remercie d'avoir évoqué quelques aspects financiers, parce que cela me permettra de relever la pertinence des questions que j'aurai sur ce volet. Alors, rapidement, avant de laisser la parole à mon collègue Mathieu Darnaud et aux autres collègues, la première question est la suivante. Dans ce texte, il est pris acte des dysfonctionnements, appelons-les ainsi, qui ont été provoqués sur le terrain ou sur des territoires par des dernières réformes territoriales, notamment en ce qui concerne l'intercommunalité, puisqu'on s'adresse principalement au bloc communal. Je crois qu'il faut admettre de manière factuelle et sans considération politicienne que parfois les périmètres communaux, intercommunaux ont été agrandis de manière parfois inconsidérée et ont parfois donné des créations intercommunales un peu contre nature. Enfin, le transfert de compétences obligatoires toujours plus nombreuses et sans, on va dire, un peu de subtilité aux EPCI à fiscalité propre, parfois encouragées parce qu'il y a eu des baisses de dotation et parallèlement des bonifications de dotation, de nombreux EPCI se retrouvent à exercer des compétences qui sont parfois encombrantes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à exercer. Mais vous proposez dans votre texte une innovation législative, voilà, qui est celle de la délégation des compétences. Alors votre texte le propose pour l'eau et l'assainissement. Donc nous, toujours attentifs aux idées inspirantes, celle-ci m'inspire une question, c'est-à-dire dès lors que vous offrez la possibilité d'une subdélégation de compétences aux intercos pour l'eau et l'assainissement, n'est-il pas envisageable que cette innovation juridique, qui est vraiment une innovation excellente pour une adaptation, ne soit pas élargie à d'autres compétences intercommunales? Il ne s'agit nullement de détricoter d'une manière discrète l'interco, mais de prendre en compte la diversité des territoires. Deuxième question, je l'ai dit, ce texte ne parle pas d'argent, mais vous l'avez dit, il y a des conséquences financières et nous avons vu les uns et les autres, parfois de façon douloureuse, des élus tomber un peu de leur arbre intercommunal, si je puis dire, quand lors de regroupement et de recomposition d'interco ou de prise de compétences par l'interco, il y a eu des impacts, des dégâts collatéraux financiers qui ont fait qu'il y a eu des pertes de dotation. Donc il me semble important qu'à la fois les élus soient extrêmement prévenus et informés sur le sujet en amont. Et dans l'article 5 du projet de loi, où vous parlez de la subdélégation de l'eau et l'assainissement, vous indiquez que si la mise en œuvre de la délégation provoque la rétrocession de ressources financières aux communes, le coefficient d'intégration fiscale sera modifié en conséquence. Lorsque nous avons auditionné vos services, il nous semble avoir compris, et nous croyons que notre audition n'est pas mauvaise, qu'il se pourrait que le gouvernement renonce à cette idée, et ça me semble être un point extrêmement important. Disons que les ressources seraient librement déterminées par convention. Donc c'est un sujet majeur. Ensuite, toujours dans cet aspect financier, deuxième question, que pensez-vous de ce qui est une excellente idée, c'est-à-dire un mécanisme qui permettrait de neutraliser les conséquences financières pour une interco de restitution de compétences aux communes membres. Alors je vais prendre un exemple qui est celui de l'intercommunalité de président de la DCF, de la communauté d'agglomération d'Annecy, qui à la suite de son agrandissement en 2017
à, en quelque sorte, rétrocéder à ces communes des compétences de proximité et de service, de façon à ce que l'Interco reste sur des compétences plutôt stratégiques. Or, il me semble que dans cette situation, il y a une incidence avec une baisse du coefficient d'intégration fiscale qui n'est pas compensée pour les dotations des communes qui reprennent ces compétences. Donc la compétence reste bien exercée à l'échelle du territoire, mais d'une manière différente. Donc c'est une question extrêmement importante. Troisième question avant la dernière. Approuveriez-vous l'idée qu'un EPCI à fiscalité propre puisse, comme un syndicat à la carte, se voir transférer des compétences facultatives par une partie seulement de ses communes? Question intéressante. Quatrième question qui porte sur les communes nouvelles. J'ai deux petites questions là-dessus. Les annulations de création de communes nouvelles qui sont intervenues pour des seuls motifs administratifs, eu égard au fait que les comités techniques qui doivent émettre un avis avant la délibération définitive du conseil municipal sur la création de la commune nouvelle, ces avis n'ont pas été communiqués, soit parce que le comité technique n'a pas été consulté, ou qu'il a rendu son avis un peu tardivement, alors même qu'il y a une nécessité pour être opérationnel au 1er janvier, que toutes les étapes administratives soient faites en général en octobre ou en novembre pour que le préfet puisse prendre son arrêté. Donc c'est un motif d'annulation qui est fort contrariant. Et enfin, Monsieur le ministre, nous avons eu l'occasion, lors du débat sur la commune nouvelle, d'aborder le sujet de la création de communes nouvelles à cheval sur 2 départements. Aujourd'hui, il y a une disposition qui nécessite l'avis des conseils départementaux ou l'avis du législateur. Il nous semble, sous réserve de borner les choses, que comme il existe, alors on me dira que c'est pas pareil, mais franchement, ça se ressemble quand même beaucoup. Il y a bien des EPCI sur 2 ou 3 départements, parce que ça correspond à un bassin de vie. Ne pensez-vous pas, Madame le ministre et Monsieur le ministre, que nous devrions pouvoir faire évoluer la législation sur ce sujet? Je vous remercie. Alors, ce que je vous propose, c'est ce que j'indiquais au moment de donner la parole à Françoise Gatel, c'est que vous répondiez, Monsieur le ministre, Madame le ministre, si vous le souhaitez aussi, bien sûr. Et puis, je donnerai ensuite la parole à notre autre rapporteur. Merci, Monsieur le Président. J'ai oublié dans mon propos tout à l'heure que l'autre ordonnance évidente, je le dis devant la sénatrice, notamment de Polynésie française, concerne l'adaptation d'un certain nombre de dispositions du projet de loi à l'outre-mer, puisque j'ai le souvenir à Rikitea cet été, au Tuamotu-Gambier, d'avoir pris quelques engagements et que, bien sûr, on les retrouvera dans l'ordonnance. Madame la sénatrice, Madame la rapporteure Gatel, sur vos différents points de commentaire, je n'ai rien à y redire, vos 4 points initiaux, sur vos 6 questions. Première question, ce n'est pas une subdélégation, ce n'est qu'une délégation. Hein, c'est très important. Si on parle en droit et si on est précis sur cette affaire-là, c'est une délégation, pas une subdélégation. Bon, jusqu'à où faut-il s'arrêter? C'est véritablement aussi, je prends donc votre point 3 de votre commentaire initial, si on ne veut pas abîmer complètement l'intercommunalité, autant que sur l'eau et l'assainissement, les choses se justifient, par 2 aspects. Le premier aspect, déjà, c'est l'humilité de considérer que tout le monde nous en parle sur le terrain. Donc, il faut bien trouver une solution, parce que quand tous nos collègues élus locaux nous en parlent, c'est plutôt notre travail que de trouver une solution. Et puis, il y a quand même une deuxième réalité, c'est que c'est une compétence qui est techniquement rigide. Une commune peut avoir une source de production d'eau, pas l'autre. Les besoins d'interconnexion sont puissants. Les nappes phréatiques ne s'arrêtent pas forcément aux limites communales ou intercommunales. Les modes de gestion ne sont pas forcément les mêmes entre les régies et les DSP, que les grandes intercos sont passés par là. Si vous avez un bout de montagne ou un bout de vallée dans la même interco, la réalité physique d'exécution de la compétence est importante. Et c'est pour ça qu'on ne vous propose pas que la délégation, mais pour la première fois, et c'est Jacqueline Gouraud d'ailleurs qui en est à l'origine, la sécabilité de la compétence est possible, va être possible, parce que là aussi, c'était un souci dans le cadre de ce que vous connaissez sur la minorité de blocage. Donc,
c'est pas une compétence comme les autres, l'eau et l'assainissement. Il y a des compétences qui sont stratégiques. Développement économique, au fond, c'est des affaires de frontières. Bon, les compétences en matière d'urbanisme, pareil, il y a des enjeux de proximité, mais ce sont des enjeux de maille plus importantes. L'eau et l'assainissement, on se heurte parfois à des problèmes tout simples, techniques. Je rajouterai quand même un élément. On a besoin de savoir qui est politiquement responsable de cette compétence. Là, on revient sur le volet de la résilience climatique, des soucis d'adduction d'eau, l'enjeu sur les fuites. Dans cette même salle, lorsque j'étais secrétaire d'État à l'écologie, une autre commission m'avait auditionné, et je vous rappelle quand même que pratiquement 1 litre sur 2 dans notre pays d'eau potable part en fuite, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements faits sur les eaux grises et noires, mais peu sur les eaux claires. C'est aussi pour ça que les agences de l'eau ont revu leur mécanisme d'intervention. Enfin, j'ai eu l'occasion à cette époque de largement intervenir devant vous sur ces sujets. Et donc de savoir que l'interco est le bon niveau d'exercice, mais que par souplesse on peut déléguer à n'importe quel endroit, à mon avis, ça s'explique très bien. Si on devait aller sur d'autres compétences, il faut faire attention à 2 choses. Lesquelles? Là, je vous retourne la question, Madame la sénatrice. Lesquelles? Je pense qu'il faut faire très attention quand même. Et 2, ça me permettra de vous répondre ensuite sur le CIF. Pour le coup, je ne vois pas très bien comment ça n'aura pas d'impact sur l'intégration fiscale et donc la DGF si on devait aller trop avant. Je le rappelle d'ailleurs, mettre l'eau et l'assainissement en compétences optionnelles et ne pas faire, par exemple, ce que nous vous proposons avec la délégation, c'est l'assurance, et donc ça me permet de vous répondre sur le CIF, c'est l'assurance de voir des dotations qui vont encore rebouger. Parce que si vous rebougez la compétence, vous rebougez les attributions de compensation, vous rebougez le calcul du CIF, et donc vous rebougez évidemment la répartition de la dotation d'intercommunalité. Donc il faut bien avoir en tête que remettre en compétences optionnelles, je le dis vraiment très directement, ça a forcément un impact. La délégation est différente, parce qu'on vous la propose de manière très ciblée sur l'eau et l'assainissement, et donc ce qui est écrit dans le texte, c'est qu'évidemment ça renvoie au mode de calcul du CIF, et le mode de calcul du CIF, comme vous le savez, il n'est pas dans ce texte, mais en projet de loi de finances, et donc la proposition, effectivement, ça me permet de le dire ici, c'est de ne pas toucher au calcul du CIF lorsqu'il y a délégation et de permettre la convention entre l'intercommunalité et l'organe qui va récupérer cette délégation. Donc l'opération sera neutre pour les intercommunalités. Alors, je ne peux pas m'engager à mieux sur le terrain et de la stabilité et de la souplesse et de la liberté. Si on va au-delà de l'eau et l'assainissement, ça s'appelle une réforme du CIF et une réforme de l'intercommunalité qui ne dit pas son nom. Non, mais je veux dire... Ouais, mais monsieur le ministre Richard, c'est pas vous que je vais dire aussi que pendant qu'on fait la réforme sur la fiscalité locale, faire une réforme de la DGF me semble quelque part trop ambitieux. Sur la rétrocession des compétences à la commune, vous citez le cas d'Annecy, il est logique que lorsqu'on redescende des compétences, il faut redescendre les moyens qui vont avec. Je ne vois pas très bien comment on peut faire autrement. Donc ça, bon, je crois que là-dessus, les chiffres sont têtus. Sur... si les attributs... Madame le rapporteur, vous vouliez dire quelque chose, il faut que vous le disiez dans le micro. Merci. Je soufflais au ministre que justement, il n'y a pas de compensation. C'est-à-dire il y a perte au niveau du CIF et il n'y a pas de compensation pour l'exercice. Bien sûr, mais ça, c'est plus l'interco qui fait, donc c'est logique. Enfin, c'est logique dans la lecture de ce qui s'applique, de ce qui se calcule. Mais ça renvoie davantage à la loi de finances non mais... Comment c'est la loi de finances. Des questions entre loi de finances et loi ordinaire ne doit pas servir de prétexte pour ne pas les résoudre. D'accord. Mais et je pense que il y a bien une possibilité de neutraliser ces effets. Au fond, quand une certaine somme était consacrée pour l'exercice d'une compétence, le fait que cette compétence soit en partie restituée ne devrait pas avoir d'incidence sur les moyens que l'État consacre à cette somme. C'est une règle qui est assez facile à poser dans son principe. Dans son principe, oui, dans son exécution, beaucoup moins. Et je répéterai quand même à l'envi, Monsieur le Président, que si, lorsque la loi NOTRe a été discutée, l'impact financier avait été interrogé à chaque fois sur ce qu'il était proposé aux élus de faire, je pense qu'un certain nombre de choix auraient été faits différemment. Quand pendant 2 ans, des élus sur le terrain disent que les dotations de l'État diminuent, alors qu'ils ne diminuent pas, mais c'est ni plus ni moins que le calcul normal de la DGF qui s'applique, parce que, par exemple, les effets de bord liés au changement des périmètres des intercommunalités ont des effets sur le calcul de celles-ci, je pense qu'il faut le dire en amont.
Après la loi de finances, elle revient tous les ans. Et vous l'avez bien vu l'année dernière, puisque nous avons réformé la dotation d'intercommunalité et que nous avons déjà répondu en partie à cette question-là avec la réforme de la dotation d'interco. Après, sur les questions de CIF, de manière globale, nous savons très bien que le sujet est devant nous, comme l'a dit le ministre Richard à l'instant. Nous savons aussi très très bien qu'il y a eu une course à l'intégration ces dernières années parce qu'il y a eu une course au CIF. Je pense qu'il faut le dire aussi avec beaucoup de tranquillité et de calme. Mais donc cette question est une question beaucoup plus globale qui dépasse la seule question de la délégation de l'eau et l'assainissement, puisque là, pour le coup, ça renvoie à des travaux plus complexes sur le calcul global des dotations de l'État. Ça, c'est un fait aussi que, une fois de plus, j'hérite, puisque ce sont des critères qui parfois datent d'avant ma naissance, Monsieur le Président. Pardon, Donc, tout en étant très précautionneuse pour ne pas trop rallonger notre débat, Madame Gatel redemande la parole. Sans demande de réponse, Monsieur le ministre, je dis simplement que pour moi, il n'y a pas, ça n'impacte pas la DGF nationale, puisque c'est au sein d'un même ensemble qu'on redistribue les choses. Donc c'est neutre pour ce territoire. Je ne demande pas de réponse. Bon, je vais juste... Allez, Monsieur le Ministre. J'avance, effectivement, mais on recreuse cette affaire pour refaire une démonstration plus complète sur l'impact sur le volet financier. Sur les communes nouvelles, je suis moi-même, évidemment, la question de près, puisque ça concerne des communes de l'Eure et de la Seine-Maritime, et que donc nous sommes en train de travailler avec la Direction générale des collectivités locales pour faire en sorte que ces annulations n'aient pas lieu. Donc, nous sommes en train juridiquement d'essayer de trouver une solution. Je ne vais pas plus avant devant vous cet après-midi, mais je sais que la sénatrice Canaillé m'a également largement saisi de cette question pour la Seine-Maritime, notamment la jolie commune de Saint-Vendry. Sur une commune nouvelle sur 2 départements, je pense que ça mérite un vrai débat. Et je le dis en regardant le président de la commission des lois, qui, je le crois, est départementaliste comme moi. Ce n'est pas une petite question que 2 communes fassent une commune nouvelle à cheval sur 2 départements, et quelque chose qui peut avoir un impact tout à fait direct sur la carte des départements dans ce pays. Et donc, je suis très prudent. Ah oui, ça, le plaisir est infini. Ça peut être aussi sur 2 régions. Bon, j'ai démontré, je pense, au banc, Madame la sénatrice Gatel, que j'étais votre meilleur complice pour les communes nouvelles. Je tiens néanmoins à ce que l'on fasse attention à ne pas créer des difficultés incommensurables. Dans quel département cette commune nouvelle sera-t-elle ? Quelle sera sa préfecture qui exercera son contrôle de légalité? Sur quelle enveloppe de DETR et DECIL devra-t-elle émarger? Dans quel canton, pour les élections cantonales, les habitants de cette... la commune nouvelle sera toujours entre 2 cantons, donc une moitié de la commune votera dans le département X et l'autre département... Bon, j'aime l'innovation, mais je pense quand même que nos collègues sur le terrain et nos concitoyens sont parfois un peu interpellés par nos innovations. Et donc, je pense que là-dessus, il faut peut-être faire un peu attention. Mais si la commission des lois, à l'unanimité, Monsieur le Président, est capable de faire une proposition en ce sens, évidemment, nous la regarderons avec beaucoup d'attention. Monsieur Darnaud, s'il vous plaît. Monsieur Darnaud. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Juste avant de rentrer dans la partie qui concerne les conditions d'exercice des mandats locaux et quelques mesures et dispositions de ce texte, en complément de ce que vient de dire ma collègue rapporteure Françoise Gatel, il y a un sujet qui nous paraît être important, ou au moins un état d'esprit, une philosophie avec laquelle nous avons abordé l'examen de ce texte, c'est aussi une volonté de simplification. On a parlé d'irritants, on a parlé d'un texte qui avait vocation peut-être à faire germer des dispositions qui pourraient être amplifiées, reprises dans le texte qui sera présenté par Jacqueline Gourault. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les élus appellent de leur vœu aussi une forme de simplification. Parlions des compétences. Je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs vous-même, s'agissant d'eau et d'assainissement, Monsieur le Ministre, vous avez évoqué la compétence optionnelle, là où nous appelions de nos voeux à la base que ce soit une compétence facultative, c'est dire si aujourd'hui, pour nous,
la compétence facultative et la compétence optionnelle n'ont plus de sens. Aujourd'hui, il nous semble venu le temps de définir celles des compétences qui sont dites obligatoires et celles qui seraient un deuxième groupe, soit facultative ou optionnelle, mais cela, je crois, tient quand même d'une forme de simplification. J'en arrête là. On a bien compris que le débat sur les compétences serait abordé autant sur la question de la délégation que sur ces sujets-là. S'agissant des conditions d'exercice des mandats locaux, permettez-moi juste de revenir sur la question des indemnités. Si j'entends effectivement l'approche qui est la vôtre, nous avons quelques objections qui sont finalement le fruit des très nombreuses remontées que nous avons eues des élus locaux sur cette question-là. Le fait de vouloir rendre uniforme cette première strate qui irait de 0 à 3500 habitants nous pose quelques questions. Oui, on entend la problématique des effets de seuil, qui peut d'ailleurs se gommer, faute d'être totalement rendu uniforme, par le biais d'une augmentation qui pourrait être proportionnée et qui pourrait permettre justement d'avoir un peu plus d'uniformité. 2 voire 3 objections. La première, à l'évidence, c'est qu'on le sait ici, toutes les communes de France, de ces strates, qui sont d'ailleurs une majorité, ne sont pas logées au même niveau de fortune, entre guillemets, et qu'il pourrait découler de cette disposition, si tant est que le maire et le conseil municipal souhaitaient augmenter les indemnités dans le cadre des possibilités qui leur seraient offertes, pourrait se heurter problème de ressources, étant entendu, mais ça a été clairement précisé, qu'il n'y aura pas de compensation par l'État, et je crois que c'est déjà là un premier frein. L'augmentation nous paraît quand même relativement importante, et d'ailleurs pas nécessairement sollicité ou demandé par les élus. C'est pourquoi il nous semblait peut-être plus juste de garder les strates avec une augmentation qui soit plus importante sur la strate de 0 à 500. C'est d'ailleurs le sens de l'amendement que nous avions déposé à l'époque, lorsque j'étais moi-même rapporteur sur le texte de notre collègue Colomba sur le statut de l'élu, et qui nous permet d'avoir plus de progressivité et d'exposer peut-être un peu moins les élus qui ne demandent pas une augmentation aussi significative. Non, nous irions de 0 à 3500, en gardant les strates telles qu'elles sont aujourd'hui, mais avec une augmentation qui pourrait être de 50% sur la strate de 0 à 500 et de 20% pour les autres strates. Ce qui permet d'être dans quelque chose semble-t-il, plus raisonné et qui correspondrait plus à l'état d'esprit des élus et des maires, selon leur propre dire et les retours que nous avons pu en avoir. Je livre ça à votre réflexion. S'agissant, et nous accueillons votre proposition avec la plus grande des bienveillances et satisfaction sur la protection fonctionnelle, de voir que la prise en charge pourrait aller jusqu'à 3500 habitants. C'était ce que nous avions appelé de nos voeux, et nous avions d'ailleurs déjà échangé sur ce sujet. Petite réflexion simplement sur le fait qu'il n'y ait qu'une couverture partielle, puisque cela n'inclut pas les adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu de délégation. Je crois qu'il y a peut-être là un sujet à traiter. Voilà les remarques sur les conditions d'exercice des mandats locaux qui nous paraissent à ce stade assez importantes. Plusieurs autres observations concernant un point que vous avez évoqué, qui nous paraît là aussi très clairement aller dans le bon sens, mais peut-être nécessiter une adaptation concernant l'article 24 sur les possibilités qui sont offertes aux travaux portant sur le patrimoine non protégé. Nous pensons qu'il serait peut-être plus simple d'étendre à toutes les opérations d'investissement cette possibilité de dérogation sur décision du préfet. Et d'ailleurs, je m'empresse de dire, parce que très souvent, on a le sentiment, quand on débat de ces sujets, notamment au sein du bloc communal, qu'on opposerait la commune à l'intercommunalité sans qu'il n'y ait jamais de garde-fou. Je pense notamment concernant la partition, concernant la sortie de certaines communes de périmètres intercommunaux,
j'aime à rappeler quand même qu'il y a le pouvoir discrétionnaire du préfet, qui est quand même, selon nous, quelque chose de relativement important, et que s'agissant de ce sujet en particulier, on est dans le même cas de figure. Donc ça permet d'éviter toute forme d'abus, mais de laisser quand même la possibilité et de simplifier, là encore, quelque chose qui nous paraît être relativement complexe. Sur la question du rescrit, qui là aussi est un sujet très intéressant, notamment par rapport à la question du contrôle de légalité. Sur la question du rescrit, nous souhaiterions néanmoins que le délai de réponse puisse être ramené à 2, voire à 3 mois, parce que nous croyons en l'État territorial et à la nécessité qu'il y a à accompagner les élus sur le territoire lorsqu'ils ont besoin de conseils, notamment sur des questions juridiques. Aujourd'hui, on est à 4 mois. Vous avez évoqué le fait, et je crois que nous partageons tous ici ce constat, que ce soit le gouvernement ou les sénatrices ou les sénateurs, que la commune restait la collectivité, donc la porte d'entrée de l'intercommunalité. Or, à ma connaissance à ce jour, la question de l'article 54 de la loi MAPTAM, qui a vocation à fixer les modes de scrutin s'agissant des métropoles, n'a pas trouvé de réponse dans son ensemble, et qu'on sait très bien la résonance que pourrait avoir un mode de scrutin au suffrage universel direct dans toutes les métropoles, et nous aurions souhaité que dans ce texte puisse être réaffirmé un principe qui pour nous est essentiel, le fait que le mode de scrutin qui prévaut sur l'ensemble des intercommunalités reste le fléchage, et donc la porte d'entrée reste bien la commune, parce que pour nous c'est quelque chose qui est essentiel. Enfin, deux derniers mots sur les pouvoirs de police. Là aussi, attention à ne pas créer, j'allais dire, un engouement qui serait trop vite déçu. Je vais prendre un seul exemple que nous avons largement évoqué, qui concerne le pouvoir d'amende ou d'astreinte du maire. On est bien d'accord, l'une des 2 conditions, c'est finalement quasiment la récurrence qui nécessite une flagrance sur les délits. Je pense notamment au malheureux cas que le président a rappelé s'agissant du maire de Signes dans le Var, ou toute déchetterie sauvage pour lequel, pour pouvoir infliger cette amende, il faut qu'il y ait la capacité à démontrer que l'auteur des méfaits ou du délit, nous l'avons évoqué la dernière fois, agit avec une certaine récurrence. Or, nous considérons qu'il y a là une difficulté pour le maire, pour les élus ou celles et ceux qui assurent le pouvoir de police, à démontrer justement cette récurrence. Et donc ça nous paraît assez lourd et contraignant pour les élus. Enfin, dernier sujet qui revient de façon assez insistante, c'est la question du nombre de conseillers municipaux. Et même au-delà du nombre de conseillers municipaux, c'est la question qui est traitée dans une proposition de loi de notre collègue Chantal Desaigne par rapport au fait que certains conseils municipaux, et c'est logique, ne soient pas réputés complets après le départ, le décès, les formes de mutation qu'on peut tous et tous connaître dans notre commune et qui ne sont pas sans poser de gros problèmes. Voilà, donc il nous semblerait sur ce point aussi qu'il y ait lieu à réflexion et peut-être à introduire des dispositions dans le texte qui simplifieraient la vie de nombreuses communes et qui, encore une fois, comme je le disais, posent de réels soucis. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Madame et monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vais essayer d'être un peu plus bref que sur ma première prise de parole et je m'en excuse. Garder les strates sur les indemnités et augmenter au final les seuils, c'est intéressant. On garde l'esprit de ce que nous souhaitons faire, travailler sur les seuils. Moi, je pense que ça reste... voilà. Il faut juste bien regarder dans la compréhension de nos collègues élus ce que ça veut dire. Mais si vous avez le sentiment que ça protège justement du volet un peu bashing, etc., c'est évidemment quelque chose qu'on peut regarder. Avec la ministre, on s'engage à vous faire un retour avant la séance sur cette affaire-là, mais on est dans le même esprit de liberté, de responsabilité aussi. Moi-même, quand j'ai voté mes indemnités de maire de Vernon et d'adjoint,
Les opposants ont dit tout un tas de choses peu agréables. La presse a répété tout un tas de choses plus ou moins d'ailleurs vraies et agréables. Enfin, ça fait partie aussi de la vie démocratique locale que d'assumer aussi les décisions que nous prenons dans nos conseils municipaux. Donc là, sur les seuils, c'est une vraie mesure de libération. Donc avec la ministre, on regarde et on vous fait un retour. Sur la protection fonctionnelle, l'ouvrir aux adjoints, nous y sommes favorables. Il faut la quantifier sur le coût que cela peut avoir dans la prise en charge des assurances que nous prendrons, mais dès lors que l'adjoint est officier d'état civil, officier de police judiciaire et qu'il reçoit une délégation de fonction de par le maire, en fait, on peut élargir complètement le champ de la protection à celles et ceux qui ont cette délégation de fonction, ce qui permet de l'écrire. Entre nous, j'ai un certain nombre de contacts à venir avec nos différents amis du monde de l'assurance pour évidemment faire en sorte que cette subrogation de par l'État ne conduise pas à une augmentation des polices d'assurance sur ce segment-là. Et d'ailleurs, si le Sénat peut m'aider à avoir une amicale ambiance autour de ces questions, j'en serais évidemment ravi. Les 80% de dérogation, il faut faire attention quand même. Parce que la beauté aussi du maître d'ouvrage, c'est quand même de venir aussi participer à quelque chose. Pourquoi on ouvre là? C'est parce qu'il y a une dimension d'ordre public quelque part. Quand l'église X, l'avoir Y, menace de se casser définitivement la figure, si la commune dit mais j'ai pas les 20% qui restent pour faire les travaux, une fois que l'avoir est par terre, il est par terre. Je veux dire, et donc la dérogation du préfet, il y a une dimension de sauvetage dans l'affaire. Le patrimoine non protégé, c'est très flou. Ah ben non protégé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez raison, monsieur le sénateur, aujourd'hui, le patrimoine protégé, ça veut dire en clair que le préfet a déjà la dérogation pour quelque chose qui est inscrit au MH. Oui. Demain, mais vous pouvez avoir une église qui se casse la figure avec le seul vitrail qui est classé. Eh ben, si vous avez le clocher qui... c'est Shadok, hein, mais c'est comme ça. Si vous avez le clocher qui menace de se casser la figure, mais seul le vitrail est classé, si les travaux d'urgence portent sur le clocher n'étant pas classé, aujourd'hui, le préfet ne peut pas déroger à la règle des 80%. Donc, en fait, en faisant tout le patrimoine non classé, la formule est large, mais donc le patrimoine, ça peut être aussi une salle des fêtes qui menace de se casser la figure. Mais c'est vraiment pour ce volet ordre public, en quelque sorte, ce volet d'urgence, pour traiter la notion d'urgence. C'est une mesure de bon sens. Personne ne peut comprendre qu'on retarde des travaux urgents uniquement parce que la commune va prendre 4 ans à avoir la capacité financière des 20% qui restent. L'ouvrir à tout, je n'y suis pas favorable. Je pense que ma ministre non plus. Est-ce qu'on peut avoir un débat sur d'autres objets d'ordre public? J'entends les questions de défense à incendie dans mon département, ou parfois le coût de la mise en œuvre d'un certain nombre de défenses à incendie. Bon, il y a peut-être des choses qui peuvent se poser. En tout cas, là, remettre en cause les 80% de manière globale, en plus, c'est faire peser sur le préfet toujours une suspicion aussi d'opportunité qui n'est pas que facile à gérer, même s'il l'assume en général très bien. Sur le rescrit, vous avez 1000 fois raison. Si les rapporteurs décidaient d'amender, peut-être une suggestion pour que le gouvernement émette un avis favorable de manière enthousiaste et freinée, c'est que le rescrit fiscal aujourd'hui c'est 3 mois. Donc si on veut là le projet de loi propose pour ce rescrit normatif 4 mois, pourquoi pas s'aligner à 3 mois, ce qui permet pour toute forme de rescrit en droit d'avoir le même seuil. C'est de la visibilité, c'est de la simplicité, c'est une suggestion que je vous fais. En tout cas, je comprends très bien que 4 mois c'est trop long au regard de la durée de vie d'un projet, les choses sont trop rapides. Bon, attendez, c'est aussi 4 mois en l'occurrence, maximum. Le corps préfectoral est ce qu'il est, j'ai plutôt coutume de le défendre en toutes circonstances. Généralement, un sous-préfet donne quand même toujours très très vite une réponse rapide à ses maires. Enfin, je veux dire, on relève quand même toujours de l'exception quand les choses ne sont pas faites. Métropole, nous sortons le cas de Lyon, puisque vous avez légiféré de manière spécifique sur le sort de la collectivité territoriale de Lyon. Donc le propos ne s'applique pas à Lyon dans ce que vous indiquez. Pour les autres, la loi MAPTAM prévoit effectivement une disposition qui renvoie à une autre loi pour préciser le mode de scrutin dans les métropoles, monsieur le rapporteur, et cette loi n'a jamais été prise, ni par avant nous, ni par nous. Et donc, de facto, la disposition MAPTAM hors Lyon est caduque, ce qui conduit donc mécaniquement aux prochaines élections municipales à avoir un mode de désignation par fléchage. Est-ce que par toilettage, vous souhaitez à tout prix abolir l'article en question? Je crois que Jacqueline Gouraud avait déjà répondu à cette question lors d'un texte précédent.
De toutes les évidences, mais la ministre y répondra mieux que moi, la question des métropoles fera l'objet d'un titre à part entière dans le projet de loi Gourault l'année prochaine. Donc, de toutes les façons, au lendemain des municipales, les métropoles à minima de Marseille et de Paris devront trouver quelques ajustements techniques, juridiques, voire un peu plus si affinité. Et donc, cette question-là pourra être traitée à ce moment-là. En tout cas, au moment où nous nous parlons, c'est bel et bien le fléchage qui sera retenu dans le mode de désignation des conseillers communautaires des métropoles en question. Pouvoir de police. Alors, vous avez raison. Il suffit d'une simple et seule infraction en police judiciaire pour que le contrevenant soit reconnu comme étant contrevenant, ou potentiellement que le délit soit constaté avant saisine du parquet. Pour la police administrative, le droit et la jurisprudence du Conseil d'État parlent effectivement de permanence, de récurrence ou de caractère continu. Après, je vais essayer de le traduire, et le directeur général des collectivités locales se met à hurler si je dis des bêtises, que ça se traduit aussi de manière un peu concrète. Comment ça se passe dans la vraie vie? Vous avez un concitoyen qui ne va pas élaguer sa haie et qui donc va créer de l'insécurité sur la voirie communale. Un cas très concret que tout le monde connaît, à mon avis, correctement autour de cette table. Il suffit pour le maire de constater une fois par un courrier en disant « j'ai vu, j'ai constaté » ou « mon garde champêtre, mon employé communal a constaté que vous n'avez pas élagué, monsieur machin, madame Schtroumpf, la haie en question. » C'est le premier courrier. Au bout de 15 jours, si la haie en question n'est toujours pas élaguée, c'est là où la récurrence s'établit. J'essaie déjà d'expliquer le cas simple pour tout le monde, parce que c'est pas simple. Au bout de 15 jours, le même maire, avec un simple recommandé, avec quelque chose qui s'appelle mise en demeure sur le courrier, réécrit à la personne en question pour lui dire « votre haie n'est toujours pas élaguée ». Nous avons donc le caractère permanent et récurrent, puisque nous avons cette mise en demeure au bout de 15 jours. Ce qui permet, encore 15 jours plus tard, et somme toute au bout d'un mois, ce qui est quand même un délai qui me semble raisonnable, parce que si on fait des choses trop sévères, on aura aussi beaucoup de contentieux. Donc les mêmes maires que l'on veut aider, ne les précipitons pas non plus devant le tribunal administratif tous les 4 matins. Mais là, 15 jours plus tard, le maire pourra établir de manière assez simple sur la forme une amende administrative pouvant aller jusqu'à 500 € si ma mémoire est bonne, pour venir donner cette contravention administrative. C'est plus simple sur l'urbanisme parce qu'il suffit de constater que la véranda en question ne correspond ni à la couleur ni au volume du permis et ou du document d'urbanisme en question. C'est plus délicat, Monsieur le Président, effectivement, sur le cas que vous avez tragiquement cité, les déchets, on l'a vu cet été avec Jean-Mathieu Michel. Là, pour le coup, c'est Brune Poirson qui, par le projet de loi économie circulaire, qui est actuellement, je crois, en discussion dans cette maison, qui va élargir le champ des possibilités de constatation sur le volet déchets. Donc, pour le coup, le choix politique a été fait, que ce soit dans son projet de loi, que soit traitée la question spécifique des déchets. Moi, je prends, pour ma part, les établissements recevant du public, les débits de boissons, avec un véritable acte de déconcentration, puisque ce sont des pouvoirs qui sont dévolus au corps préfectoral, qui désormais vont descendre, si le maire le souhaite. S'il ne le souhaite pas, il peut laisser le corps préfectoral le faire à sa place. Tout ça, bien sûr, se fait sur le terrain de la souplesse et de la bonne intelligence locale, et bien sûr des questions d'urbanisme. Moi, je souscris totalement à la proposition qu'a fait Mathieu Darnaud sur les indemnités pour les 3500 et les seuils. Je crois qu'aujourd'hui, les nouveaux élus ont besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils n'auront pas à faire face à l'élu bashing, et donc il faut qu'ils aient effectivement, que nous ayons le courage de prendre ces seuils et de fixer ces indemnités. Je m'inquiète par contre, par votre réponse sur la DPEL, la prendre sur le décile, le DETR, c'est une autre forme d'élu-bashing qui les attend. Oui, mais effectivement. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas, pour répondre à votre préoccupation des seuils, c'est vrai que les élus actuels attendent que cette injustice soit aujourd'hui réglée. Mais certainement pas effectivement au détriment de la DETR et des CIL. Donc je veux dire qu'on va pas forcément se mordre la queue. Je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Mais d'un autre côté, j'allais vous poser la question sur les frais de garde. Les frais de garde, alors si je comprends bien, vous
augmentez le seuil à 3500 habitants aussi, c'est-à-dire que ce seuil de 1000 passe à 3500. Alors sur le seuil de 1000, c'était déjà 280 000 élus potentiels qui étaient concernés, donc là on va vers beaucoup plus d'élus. Tout le monde ne va pas demander le remboursement de ses frais de garde, heureusement, mais justement quel est le financement prévu de la part de l'État, enfin sur quelle enveloppe? Beaucoup de nos concitoyens sont conscients que les fonctions municipales doivent être revalorisées, et je crois que nous allons tous y participer avec ce projet de loi, en tout cas je l'espère, mais il convient aussi de regarder aussi les contraintes en ce qu'elles sont. Et donc, voilà, on ne peut pas dire, vous êtes parlementaire, on ne peut pas dire l'État doit prendre ses responsabilités comme cela. Il faut donc regarder où. Votre collègue sénatrice de Gironde a fait une proposition, je le crois, qui consiste à dire s'il y a diminution du nombre de parlementaires, les économies qui peuvent être faites à l'Assemblée nationale et au Sénat pourraient être routées vers les élus locaux. Enfin, vous voyez, chacun y va de son idée. C'est la démocratie, c'est très bien. Mais il faut qu'on soit rigoureux sur ces aspects. Je pense que le sénateur Darnaud et le président Ball l'ont dit, travailler sur les effets de seuil, on l'a pris par une porte d'entrée. La commission des lois semble proposer une autre porte d'entrée qui arrive dans la même pièce. C'est quelque chose que je regarde, moi, avec intérêt. Mais on ne va pas mettre 600 millions d'euros de DPEL. Je veux dire, non, mais je veux dire, au bout d'un moment, il faut aussi qu'on se dise les choses. Donc je ne propose pas de gager la DETR à la décile, pour être tout à fait clair. Et d'ailleurs, les mêmes élus locaux, rappelez-vous la jurisprudence 2015-2016 du Sénat, qui a voulu fixer les indemnités justement par la loi. Ce sont la même pression des élus locaux qui vous ont fait reculer. Donc je crois que là-dessus, il faut qu'on regarde cette question avec beaucoup de tranquillité et de calme. Voilà pour cette audition qui s'est tenue hier au Sénat sur ce projet de loi sur le statut de l'élu. Vous l'avez vu, c'est la lune de miel entre les sénateurs et le gouvernement. Ce texte sera débattu en séance publique au Sénat le 7 octobre et l'exécutif, comme les parlementaires, souhaite une adoption rapide de ce projet de loi avant les municipales de 2020. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.